Bonjour chers amis, je vous reviens ce matin à propos de cet article-là qu'un ami m'a envoyé en PDF hier parce qu'on ne peut pas accéder en ligne, qui est paru dans Le Point. Je l'ai survolé, je dois vous avouer, là j'étais en voyage, donc je n'ai pas lu en détail, là, mais je l'ai survolé. Et déjà ça suscite quelques commentaires là. Peut-être pas pour aujourd'hui, là, je vais me contenter de faire quelques commentaires, là. On y reviendra sûrement, parce que il donne des chiffres, il y a des choses sur lesquelles on a déjà discuté, sur en particulier le soulèvement en Kabylie en 1871, la spoliation des terres kabyles, là, il donne des chiffres de l'ordre de 800 000 hectares de terres qui furent confisquées à cette époque-là. Il revient aussi sur une famine qui a précédé 1871, la famine de 1866 à 1868, qui aurait, selon Le Point, là, décimé la moitié de la population de Kabylie. La moitié, rien de moins. En tout cas, ça, on y reviendra en temps et lieu. Mais entre autres, j'ai vu ils ont interviewé Kamal Daoud et Saïd Saadé. Alors, ça mérite quelques commentaires. Là, vous voyez ici Kamal Daoud, sa partie là, il dit « Mes racines à Mazir ». Ok. Donc, cet article-là, il y a des choses qui sont dites là, qui sont vraies. Il y a d'autres... quand il fait l'analyse lui-même, là, ça prête à polémique déjà. Il parle de la criminalisation de la Kabylie par le pouvoir depuis 62. Et il parle aussi d'un repli, ce qu'il appelle ce mouvement souverainiste kabyle, là, il appelle ça autonomiste souverainiste, là. Lui utilise le terme autonomie, et il dit que c'est un repli identitaire et un autonomisme kabyle. Évidemment, à lire son commentaire, là, sur le repli identitaire en particulier, je ne sais pas si c'est sciemment, pour quelqu'un qui lit beaucoup, là, ou bien il y a des lectures qui lui ont échappé par rapport à l'histoire. Okay. En particulier, quand il parle de l'arabité et de l'islamisme, là, il dit qu'il passe avant l'algérianité, en fait, ils les font passer avant l'algérianité, mais ceci n'est pas nouveau. S'il a suivi, en fait, s'il a lu ce qui s'est passé pendant la guerre de libération et après, tout de suite après, il y a quand même des témoignages qui passent en sourdine, etc. Ou bien, comme je vous dis, sciemment ou inconsciemment, ça reste à voir. Mais qui c'est qui a fait que l'arabité et l'islamisme que l'identité algérienne soit réduite à ça? Il faut revenir aux années 50, là, au début de la guerre, et de l'ingérence égyptienne. Il ne l'a pas mentionné là, mais si c'est par méconnaissance, je lui donne la référence de Ftahid, qui était le chef des services secrets égyptiens pour l'Afrique du Nord, donc le chef de Nasser pour l'Afrique du Nord, qu'il appelle Abdel Nasser de la révolution algérienne. Il faudrait qu'il le relise, s'il l'a lu il y a longtemps ou s'il ne l'a pas lu, pour réaliser qu'en fait, il y a eu trahison de cette révolution-là très tôt, par l'ingérence du panarabiste égyptien Abdel Nasser. Et c'est sous ses ordres, sans aucun doute, que beaucoup de dirigeants de l'intérieur là furent éliminés, hein, comme Abandoula, pour ne pas citer, et d'autres aussi. Avant l'indépendance, après l'indépendance, ils ont continué à éliminer tous les artisans de ceux qui ont
déclenché cette guerre de libération et qui l'ont menée jusqu'au bout. Les derniers à tomber, il le connaît, hein, c'est Boudiaf. Il a été exécuté à la télévision devant toute la population, à Annaba. Donc, j'aurais aimé qu'il nous fasse une analyse, là, basée sur ça. Qui c'est qui a trahi? Parce qu'au début de la guerre, disons, même si ça a été initié qu'en Kabylie et les Aurès, ils ont tout fait pour essayer d'embarquer les autres Algériens dans ce combat-là. Mais il y a eu une entente tacite que les gens ne se battaient pas pour un drapeau seulement. Ils se battaient pour recouvrir leur liberté, leur dignité. Et chacun dans sa spécificité, bien sûr. Les Kabyles, ils ont des revendications aussi de souveraineté, de liberté de leur langue, de leur culture, etc. Les Chaouis aussi, les Mozabites aussi, les Touaregs aussi, les arabophones aussi, qui ont lutté. Mais ils n'avaient pas lutté pour avoir justement réduire l'identité algérienne à l'arabité et à l'islamité. Okay? Donc, si on est rendu là, c'est qu'il y a eu trahison. Et trahison par qui? Surtout, certainement pas par les Kabyles ou par les Amazirs d'Algérie. Trahison, je vous dis, c'est une ingérence directe égyptienne qui voulait recréer le khalifa ou l'empire arabe ou la Oumma arabe, c'est un panarabiste comme on appelle. Donc, pour comprendre la Kabylie d'aujourd'hui, là, il est nécessaire de replacer les choses dans leur contexte. Okay? Et on ne peut pas faire l'impasse sur cette ingérence-là, et puis qui s'est poursuivie, je vous dis, jusqu'à aujourd'hui. Le livre de Ftahidib, en tout cas, va vous éclairer davantage. Mais il dit plus loin, aujourd'hui dans la Kabylie, dans cet article que je vous ai montré là, aujourd'hui dans la Kabylie, non, aujourd'hui le Kabyle dans l'imaginaire collectif, entre guillemets, arabophone. C'est celui qui défie, écoutez bien, le Ramadan se précipite à la conversion à la chrétienté et conteste dans la rue et brandit le drapeau kabyle et remet en question l'islam. Mais ça, c'est pas tombé du ciel. Et pour un journaliste, il le sait. C'est la propagande du régime, du système, du régime dictatorial unique depuis 1962, qui ont ils ont utilisé tous les médias lourds dont ils disposent, toutes les propagandes dont ils disposent, pour justement donner cette image-là. C'est pas un imaginaire. Oui, il a été travaillé cet imaginaire-là par des gens sectaires qui voulaient justement en finir avec la dimension amazigh de l'Algérie. Alors, cet imaginaire-là, collectif, c'est le produit de la propagande du régime. C'est clair. Donc, il faut identifier des responsabilités, quelque part. Après, il y a la dernière section là qui est intéressante. Il dit le piège de repli, c'est-à-dire le fait qu'il y a des Kabyles qui revendiquent une souveraineté sous forme d'autonomie ou d'indépendance, là, ça reste à voir. Il dit que c'est un repli identitaire en quelque sorte, là. Mais c'est clair. Quand il ne nie pas qu'il y a toute la machine de répressive du régime depuis 63 ans, il est au service de l'effacement, de ce qu'il appelle lui-même l'effacement de l'identité kabyle. Et puis, ça devient une légitime défense, non, le repli. Est-ce qu'il veut qu'on se laisse faire, là, face à cette tentative génocidaire? Il dit, on peut être pour, il rapporte qu'il y a une anecdote, là, qu'il a été invité, je pense, dans un séminaire à Béjaïa, et puis quelqu'un lui a posé la question, ce qu'il pense de la souveraineté, justement, de la Kabylie. Et il rapporte ce qu'il a dit à ce moment-là. On peut être pour, on peut être contre l'autonomie, mais ce qui est décevant,
ce qui est décevant, c'est que nos ancêtres se battaient pour un pays tout entier. Aujourd'hui, vous vous battez pour quelques kilomètres carrés. Et là, je retrouve exactement l'argument qu'une propagandiste du régime a déjà servi sur la toile. C'est exactement le même argument, et c'est une Kabyle d'Algérie. Elle dit, mes ancêtres sont battus pour l'Algérie, etc. Pourquoi vous battez pour ça? Mais ça fait abstraction de la trahison. Oui, c'est vrai, ils se sont battus, cette génération-là, au départ, pour toute l'Algérie. Mais une Algérie qui respecte la liberté et l'identité, l'histoire de chacune de ces régions-là. C'était ça pour lesquels ils se sont battus. Mais aujourd'hui, vu la situation de génocidaire du régime, certains préfèrent avoir même 1 kilomètre carré, mais être libre et digne dans ce kilomètre carré-là. Ça ne sert à rien d'avoir 2 millions de kilomètres carrés dans le continent si tu vis comme un esclave. C'est clair. Ou si c'est au détriment d'effacement de ton identité, je ne vois pas à quoi ça sert les kilomètres carrés. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est occulter aussi toute cette répression depuis 63 ans. Tous ces meurtres, tous ces crimes d'État, tout ce racisme d'État, ça veut dire qu'il n'existe pas. On va continuer à lutter, ou bien on va servir encore de mercenaires pour se battre contre ce système tout seul, et puis relibérer toute l'Algérie, qui est aux griffes de ces arabo-islamistes. Et aussi, c'est occulté que, malheureusement, la majorité, je pense, arabophone, là, des autres régions, ils ne sont restés que spectateurs jusqu'à maintenant. Ou bien, il y en a qui prennent carrément le parti du régime, et d'autres, ils sont là dans une attitude d'attente wait and see, et puis ils veulent, comme si c'est pas assez, le prix qu'a payé la Kabylie et les Aurès là pour l'indépendance, ils veulent nous engager encore dans un autre combat, alors que ces frères sensés pour lesquels ils se sont sacrifiés des gens là, aujourd'hui, c'est cet imaginaire collectif qui les habite. Que le Kabyle c'est un ennemi, c'est un chrétien, c'est ceci ou cela. Et puis, il va donner des conseils à l'élite. Il pense que les Kabyles n'ont pas d'élite là, donc je ne sais pas ce qu'il appelle l'élite. Il dit les élites tentées par l'autonomie en Kabylie devraient y renoncer, rien que ça, on devrait y renoncer. Leurs différences, leur culture méritent d'être défendues, mais la revendication de l'autonomie serait une impasse politique. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? D'abord, l'élite kabyle, il y a une élite même qui est silencieuse, si on peut dire là, qui ne s'exprime pas, mais qui n'est pas contente de ce qui arrive là. Ils ne sont pas à l'aise. Et l'autonomie, ceux qui ont osé, c'est des centaines, qui ont créé différents mouvements là, autonomistes ou indépendantistes là, et puis qu'il y a actuellement environ 500 parmi eux qui sont en prison, d'une façon arbitraire, il le sait. Donc, y renoncer, c'est donner raison au régime déjà là, et puis tu ne renonces pas à une prise de conscience comme celle-là. C'est pour des valeurs universelles, une valeur humaine. L'identité, la langue, la culture, la civilisation, l'histoire, on ne peut pas renoncer à ça, là, parce que tu la laisses entre les griffes de ce système, il est en train de tout effacer, de tout démolir. Et en plus, il continue un peu plus loin, là, je pense, il dit que c'est parce que ça va profiter au pouvoir dans son projet d'effacement. Ok? Le projet Amazigh, il dit qu'il devrait être national, pas régional. Il dit pour moi, la majorité est le fondement de l'identité algérienne et ce qui peut nous permettre de renouer avec notre histoire, notre pluralité, notre capacité à accepter la différence comme une richesse et non comme une menace.
Évidemment, il oublie aussi, notre ami Kamal Daoud, que la Mazirité, en fait, il y a eu un projet comme ça. Le congrès mondial Amazir, ou à partir du mouvement Amazir de 80, là, il y avait des gens qui avaient cette vision-là de se battre, et il y en a encore aujourd'hui, là, pour recouvrir l'identité globale nord-africaine, là, Amazir. Et ça, ce combat, il se continue. Il vient d'y avoir un séminaire, pas un séminaire, un congrès à Gran Canaria récemment, en fait, qui a réuni des spécialistes en langue, etc. Mais ce projet Amazir, il est non seulement national, il est pour toute la région d'Afrique du Nord, des îles Canaries jusqu'à l'oasis de Siwa. Et ce combat se continue, bien sûr. Maintenant, dire que doit être national en Algérie, pas régional, ça serait occulter notre réalité, malheureusement. Parce que les choses, nous sommes de background d'Amazir, il dit lui-même, ses racines sont Amazir. Mais comme il s'agit d'un vaste territoire, les régions, chacune elle a sa spécificité aussi, y compris linguistique. Okay? Donc on ne peut pas remplacer l'arabo-islamisme par l'amazirisme, si on peut dire, non? Et puis que le problème est réglé. Et dit comme par baguette magique, là, on va à ce moment-là respecter notre pluralité, notre capacité à accepter la différence. Non, monsieur, il y a des modèles d'État qui permettent ça. Il y a des modèles dans lesquels probablement il réfléchit Kamal Daoud et Saïd Saadé, il y a un projet national, c'est-à-dire une nation. Et ça, c'est l'État jacobin français, c'est les restes du jacobinisme. Autrement, on sait que dans un État jacobin, il ne respecte pas la différence. Ok? Et même en France. Et c'est ce que ressasse dernièrement la Villepin. Villepin, elle est dans le même mode de pensée. Hein? C'est l'uniformisation, c'est la République unie et indivisible, etc. Ça, c'est l'État jacobin. Les pays où on respecte la différence, qu'elle soit linguistique, religieuse ou autre, là, c'est probablement les confédérations. Mais dans les États-nations, ils ont toujours écrasé ces particularismes-là, cette pluralité. Et ils ont vu toujours une menace. Donc, c'est pas parce qu'on va se battre pour la majorité de l'Algérie ou de l'Afrique du Nord qu'ils vont respecter les différences. Par exemple, les Mozabites, c'est des Aïbaïdites, ils ont leur culte particulier. Les Touaregs, la même chose. Les Kabyles, la même chose. Les Chaouis, la même chose. Donc, plutôt que de penser ça là, je pense que par coup de baguette magique, on va prendre conscience de cette richesse-là, de la pluralité. Ça prend d'autres modes de gouvernance, d'autres modes de gérer l'État et de redonner plutôt la souveraineté à chacune des régions. Et c'est ce que pensait De Gaulle en 69. De Gaulle en 69, il s'est rendu compte des limites justement du jacobinisme français. Et puis il avait proposé un référendum aux Français pour ce qu'il appelait une régionalisation. Hein, n'est-ce pas? Et puis il avait perdu ce référendum malheureusement de 2%, et puis il a quitté le pouvoir. Et c'est drôle de voir aussi d'ailleurs aujourd'hui Villepin qui reprend, qui dit qu'il est gaulliste, gaulliste, et puis ministre de Chirac, qui était lui-même gaulliste, et dit qu'il s'inscrit dans cette ligne de De Gaulle, mais il oublie que De Gaulle a claqué la porte, parce que justement les Français n'acceptaient pas d'en finir avec le jacobinisme et de redonner le pouvoir aux régions. Voilà déjà une malhonnêteté de la part de Villepin, et puis de Kamal Daoud, qu'il est un grand lecteur, là, il doit savoir ça. Et que ce n'est pas la solution, même pour De Gaulle.
il avait vu la faille, et puis qu'il voulait corriger cette faille-là, cette faiblesse. Malheureusement, non. Et la majorité, on parle de démocratie, et on sait que la démocratie, c'est la tyrannie de la majorité. Et c'est ce qu'ils veulent faire même les harakistes en Algérie. Ils veulent garder le statu quo de l'État-nation, et puis d'imposer la tyrannie de la majorité. Autre chose qui est occultée aussi dans l'article de Daoud, là, qui ne transparaît pas, c'est qu'il dit que, en quelque sorte, là, il veut donner des leçons à l'élite kabyle, il leur dit qu'il faut attendre que tout le monde arrive à prendre conscience comme lui-même, comme Kamal Daoud, de cette dimension amazigh, et puis les problèmes vont se régler. C'est archi faux, parce que il y a une question de temps aussi. Aujourd'hui, ça prendrait combien d'années, combien de temps à une population aliénée pour prendre conscience de son vraie identité amazigh algérienne, et puis aussi de faire une révolution carrément culturelle. Par exemple, on sait que cette histoire du refus de la différence, elle est ancrée dans la religion musulmane, dans l'islam. Les musulmans n'acceptent aucune différence, là, qu'elle soit de peuple, de religion, de race, tout ce que vous voulez. Regardez, les races, c'est les plus grands esclavagistes des Africains, les musulmans dans le temps. Et puis, il le sait très bien, Kamal Daoud, que ces gens-là, imagine, même l'au-delà, il leur appartient. Pas juste le monde d'ici-bas, mais même dans l'au-delà, le paradis leur est réservé d'une façon exclusive. Donc ils ne respectent pas. Est-ce que, même si on a, demain matin, accepté la mazérité de toute l'Algérie, et puis qu'on ait l'identité amazigh, il va rester une grande hausse là, c'est la religion, l'islam. Parce que c'est l'arabo-islamisme dont on parle ici. Et l'islam n'accepte pas. Donnez-moi un pays musulman où ils acceptent et respectent ces différences-là. Il n'y en a pas. Donc, combien de temps ça va prendre pour sortir, en fait, pour séparer la religion de l'État? Comme on a fait ici, par exemple, au Québec. Ça a pris des décennies pour sortir de ça. Est-ce que la Kabylie aujourd'hui dispose de ce temps-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la sauver en attendant que les gens prennent conscience? Non. Et l'élite dont il parle, je pense qu'il y a une élite dans ce pays-là, c'est celle qui va de l'avant et qui réclame, qui lutte pour la souveraineté. Maintenant, pas dans 10-15 ans, là, quand il y aura plus de... quand ils auraient fini le travail génocidaire et ethnocidaire qu'ils sont en train de pratiquer. Voilà. Donc, on y reviendra sûrement. Et puis pour le commentaire de Saadé, je pense que je viens de voir sur la toile, il y a suffisamment de gens qui sont en train de lui répondre à ses il n'est pas à sa première dérive, là, dans ses analyses. Ça revient exactement à épouser les idées du système algérien avec lequel il a travaillé pendant longtemps, etc. Et puis, lui aussi, mais il revient sur les élites, alors ça, je vais faire un commentaire. Il dit pour l'instant, c'est la réponse à une question sur le MAC que le point a posé. Il dit pour l'instant, les élites kabyles, qui se tiennent à l'écart de ce groupe. Donc il réduit le mouvement du MAC là, à un groupe, attendent toujours les analyses problématiques démographiques, des problématiques démographiques, économiques, institutionnelles, diplomatiques ou géostratégiques supposées sous-tendre l'objectif d'une sécession. Vous savez un peu les mots qui est choisi là, sécession au lieu de souveraineté, et puis aussi, il dit qu'ils attendent, les élites kabyles, ils attendent, parce qu'il se considère lui aussi comme une élite, bien sûr, donc il attend que les souverainistes, en quelque sorte, donnent des
des analyses sur les problématiques qu'il souligne. Mais il ne manque pas d'air pour quelqu'un qui se présente, qui a des prétentions. Il était au gouvernement, il était dans le système, etc. Et il se considère bien sûr parmi l'élite des élites. Alors qu'est-ce qu'il attend pour trouver des solutions, pour proposer quelque chose? C'est le statu quo toujours pour lui là. C'est le statu quo d'État-nation. Et puis, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? C'est ça la question. La véritable question pour quelqu'un qui est une élite kabyle, là, c'est de trouver des solutions. Est-ce que la solution, c'est le statu quo, comme un peu avec Kamal Daoud, là, qu'on attend qu'ils exterminent, qu'ils effacent complètement l'identité kabyle ou amazigh pour commencer à trouver des solutions? Aujourd'hui, quelqu'un qui fait partie de l'élite kabyle a-t-il le droit d'attendre? Tu attends, les gens ils sont en train de se débrouiller avec les moyens qu'ils peuvent, avec les moyens et le niveau dont ils disposent. Toi qui prétends avoir un niveau là, qu'est-ce que tu attends pour prendre le leadership et de proposer des solutions concurrentes, alternatives au projet souverainiste? Si tu en as une, mets-la sur la table. Mais le statu quo, c'est le chaos. Tout le monde le sait, ça. Pas besoin de sortir faire de grandes études, là. L'impasse dans laquelle ce système a mis ce pays-là, as-tu des alternatives? C'est ça la question qu'attendent les gens là, plutôt que de dire les élites, ils attendent. Justement, ce que reprochent les souverainistes à ces élites-là, c'est leur non-implication, leur indifférence en quelque sorte là, à ce qui se trame dans ce pays-là. Et puis il vient ressasser les arguments des DRS là, comme quoi les gens ils sont des violents. Bien sûr, ça dépend. D'abord, la révolution ne se fait pas juste sur la toile. Il se base sur les gens qui sont sur la toile. Là, ça peut être n'importe qui. Et puis tout le monde sait que le régime algérien, il finance énormément de propagandistes. Et puis aussi, même le MAC, il a été noyauté depuis qu'il a switché de l'autonomie vers l'indépendance. On connaît tous des gens qui prétendent être indépendantistes puis qui ont viré de bord par la suite, là. Parce qu'une fois leur mission accomplie, ils les ont sortis, puis ils sont en train de se pavaner au pays, etc. Et pour dire que c'est ça les souverainistes. No way, ça passe pas ça. Je pense que c'est des agents, malheureusement, du régime. Et puis, les indépendantistes, là, le mouvement, c'est des souverainistes. Ils n'ont pas les budgets, les milliards de dollars que le régime algérien, en fait, les milliards de dollars du régime algérien qui fait des propagandes. Ils n'ont pas les moyens de financer non plus des services secrets, etc., comme le régime. Et ça, il le sait, mais il le fait d'une façon vicieuse et par haine, probablement, Farhat Mahanni. Il est dans ce mode-là. Il justifie pratiquement la loi 87 bis, là, qui frappe à tout, aujourd'hui, qui menace tous les Kabyles de Kabylie, pas juste les indépendantistes. Et puis, il attend, il peut attendre alors, on va attendre les calendriers grecs ou le déluge pour que ces élites-là se secouent et puis s'impliquent. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, on y reviendra sûrement, parce que là, c'est en train de... La toile, c'est en train de s'enflammer sur ces propos-là, à nouveau, incendiaires de Saïd Saati. Voilà.